Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On a entendu ces élus du Grand Est, la population, ces commerçants encore à l'instant. Quel message apportez-vous ce soir à toutes ces personnes qui sont encore dans le flou, qui attendent des réponses? Est-ce que des décisions ont été prises en Conseil de défense ce matin? D'abord, vous dire un mot de l'état épidémique dans notre pays. Nous sommes sur un plateau depuis environ 3 semaines, avec environ 15 000 nouvelles contaminations par jour enregistrées dans notre pays. Si vous vous souvenez, l'objectif qui avait été fixé par le président de la République était de 5 000 pour pouvoir reprendre le contrôle sur toutes les chaînes de contamination. Précisément. Nous sommes donc encore trop hauts. Ça n'augmente pas, mais ça reste à un niveau très élevé. De la même manière, la pression sanitaire, et ça a été dit dans votre reportage tout à l'heure dans le Grand Est, reste élevée sur le pays. Environ 1500 hospitalisations par jour, près de 200 réanimations et plusieurs centaines de morts chaque jour dans notre pays. Il y a des disparités territoriales, régionales importantes, avec une sorte de gradient entre l'ouest de la France qui est moins touché et l'est de la France qui est le plus touché. C'était déjà le cas au printemps. C'était déjà le cas au printemps. Et quand on voit la situation dans les pays voisins, la France a un taux d'incidence qui est plus faible que la totalité de ses voisins aujourd'hui. Donc la situation, elle est plus problématique dans 4 régions, c'est-à-dire le Grand Est, la Bourgogne et Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département des Alpes-Maritimes en région PACA. Dans ces régions, des élus ont demandé notamment des reconfinements locaux. Est-ce que vous avez pris des décisions ce matin concernant ces demandes des élus? Donc, en Conseil de défense et de sécurité nationale, sous l'autorité du président de la République, a été acté que démarrait une concertation avec l'ensemble des élus de ces collectivités, avec les préfets, les ARS, pour pouvoir prendre des mesures supplémentaires partout où c'est nécessaire. On a le temps d'une concertation, là? Une concertation de quelques heures, quelques jours? Oui, cette concertation, elle a déjà commencé. Je me suis moi-même entretenu avec le maire de Nancy, par exemple, qu'on voyait dans votre reportage, avec bien d'autres élus. Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, ni un confinement généralisé, ni un confinement local. En revanche, nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20h, démarrera à 18h dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avérera nécessaire. Les régions citées à l'instant ? Pas la totalité de ces régions, des départements ou des métropoles de ces régions dans lesquelles le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale. Et ces mesures seront applicables à partir du 2 janvier 2021. Donc la concertation va se poursuivre. Demain matin, des conférences de presse seront tenues dans les territoires concernés, en présence des préfets, des ARS, pour pouvoir décrire la situation épidémique. Mais je voulais aussi vous dire un point qui est important. Le nombre de tests réalisés dans notre pays a véritablement explosé depuis quelques semaines. Ce qui explique notamment les chiffres que l'on connaît actuellement, évidemment. Ce qui explique pour partie l'augmentation du nombre de diagnostics. Ce qu'on appelle les diagnostics opportunistes, des gens qui se faisaient tester avant d'aller passer Noël. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que ça s'est très bien passé dans notre pays. Près de 3,5 millions de tests réalisés la semaine dernière. Nous sommes le pays qui a le plus testé de toute l'Europe la semaine dernière. Il faut aussi dire quand les choses fonctionnent, n'est-ce pas ? Et donc ça explique en partie l'augmentation qu'on peut voir de l'incidence. Mais il n'empêche que là où vous avez des hôpitaux qui sont pleins, là où la situation sanitaire n'est pas stabilisée, il faut que nous puissions prendre des mesures. Je vous interromps pour revenir à du concret qui intéresse grandement nos téléspectateurs ce soir. Ce couvre-feu dont vous parlez, qui entre en vigueur le 2 janvier, donc, qui va concerner certaines régions, on le saura plus tard, va débuter donc à 18h ? Oui, il débutera à 18h dans les départements et métropoles concernés. Il pourra durer combien de temps ? Il durera le temps nécessaire pour vérifier qu'il y a une stabilisation, voire une amélioration de la situation sanitaire. Mais par ailleurs, permettez-moi, le Premier ministre avait parlé d'une clause de revoyure au 7 janvier. Absolument, cette fameuse date du 7 janvier, oui. Voilà. Eh bien, considérant ce que je vous ai dit sur la situation sanitaire dans notre pays, il paraît difficilement concevable à ce stade, sous réserve de l'évolution dans les prochains jours, de lever la totalité des contraintes, vous l'imaginez bien. Alors concrètement, beaucoup de Français attendaient ce 7 janvier pour probablement retourner au musée, au théâtre, au cinéma, aller faire du ski pour certains. Est-ce qu'ils pourront, la semaine prochaine, retourner dans ces établissements, aller faire du ski, partir en famille, oui ou non ? Nous avons besoin de voir l'effet de Noël. S'il y a un effet de Noël, il faut pour cela au moins une semaine de recul. L'effet éventuellement du Nouvel An, nous espérons qu'il sera évidemment le plus faible possible. Et donc d'ici début janvier, nous y verrons plus clair sur la situation sanitaire. Mais de toute évidence, on ne pourra pas lever la totalité des contraintes. Il y aura peut-être des aménagements. Je pense notamment à un jour travaillé en présentiel pour ceux qui le souhaitent, ou la réouverture de l'accueil d'étudiants par petits groupes pour les étudiants qui sont en fragilité. Pas de retour au cinéma, au musée, pour le reste, au théâtre. Ce n'est pas à moi de me prononcer. Les décisions seront annoncées courant de semaine prochaine, lorsque nous aurons la totalité des informations à date. Est-ce qu'on ose, Olivier Véran, se projeter au 20 janvier ? Ou alors c'est beaucoup trop loin à ce stade pour penser aux restaurants, aux bars, aux cafés ?
Ce que je peux vous dire, c'est que nous rentrons dans la phase hivernale. Le Conseil scientifique, d'ailleurs, nous a remis un avis éclairé qui dit qu'attention à l'effet hivernal qui est propice à la diffusion du virus. Ce que je peux vous dire, c'est que nous voyons que la plupart des pays autour de nous ont reconfiné en catastrophe avant Noël, ce que nous n'avons pas eu à faire parce que nous avions pris les bonnes décisions au bon moment. Considérant tout cela, il paraît difficile de se projeter dans un hiver, je dirais, clément, qui nous permettrait d'imaginer sortir la tête de l'eau. Ce que nous voulons, c'est conserver le plus faible niveau de diffusion du virus possible pour épargner bien des vies. Et des décisions donc, au dernier moment, avec les résultats dont on disposera. Il faut donner la visibilité aux acteurs. Bruno Le Maire, qui était au Conseil de défense ce matin, va continuer de consulter l'ensemble des acteurs, notamment de la restauration par exemple, Roselyne Bachelot dans le monde de la culture, chacun, je dirais, à sa place, pour pouvoir donner la visibilité à tout le monde. On verra ce qu'ils en pensent tout à l'heure. Restez bien avec nous, Monsieur le Ministre, si vous le voulez bien. Quelques questions posées par nos téléspectateurs dans un instant. Avant cela, on va partir à Nice. Bonsoir Didier Brignan. Hier, le maire de la ville avait convoqué un conseil local de santé publique. Christian Estrosi demandait des restrictions aux frontières ou un couvre-feu avancé. Les chiffres dans les Alpes-Maritimes, Didier, ne sont pas bons. Quelle réaction ce soir aux annonces à l'instant d'Olivier Véran? Oui, le couvre-feu pourrait être avancé de 2 heures dès le 2 janvier. C'est une mesure réclamée par le maire de Nice, Christian Estrosi, qui souhaitait qu'il commence à 18h et à 19h dans les communes les plus impactées par le Covid. En arrivant sur la place Masséna à Nice, tout à l'heure, on a été extrêmement surpris du nombre de personnes qui ne portaient pas le masque. Une quinzaine en à peine quelques minutes. Et puis au pied de la Grande Roue, devant le stand des crêpes et des gaufres, on voyait des clients se presser, se coller les uns aux autres. Aucune distanciation sociale n'était là non plus. Et pourtant, les chiffres sont préoccupants, avec 545 personnes hospitalisées selon Santé publique France, un des chiffres les plus élevés dans les Alpes-Maritimes depuis l'apparition du Covid. Et c'est à Nice qu'il y a le pic épidémique, avec la métropole de Nice qui arrive en tête avec un taux d'incidence le plus élevé en France. Merci beaucoup Didier. Didier Brignan, en direct de Nice. Simon Ricotier nous a rejoint pour les questions des téléspectateurs. Bonsoir Simon. Bonsoir. C'est à vous, je vous en prie. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Énormément de questions pour vous aujourd'hui, notamment sur le vaccin. Anne-Marie est volontaire pour le recevoir, mais pas concernée par la phase 1. Elle demande, peut-on prendre la place des personnes qui refusent le vaccin ? La stratégie vaccinale, elle répond sur des critères scientifiques élaborés par la Haute Autorité de Santé. Je les rappelle brièvement. Sont priorisées les personnes âgées vulnérables en établissement collectif. C'est là où le virus, quand il rentre dans un EHPAD, fait le plus, hélas, de dégâts. Et donc, c'est la priorité des priorités. Nous allons élargir, d'ici à la fin du mois de janvier, la liste des priorités aux professionnels de santé âgés de 50 ans et plus, ou qui souffrent de maladies qui les exposent à des risques de formes graves. Et ensuite viendra le temps de la population générale, courant du mois de février puis mars, progressivement, par tranche d'âge décroissant, en démarrant par les plus de 75 ans. Donc je ne sais pas quel âge a votre téléspectatrice, mais elle a vraisemblablement quelques semaines de délai avant de pouvoir accéder au vaccin, mais ça arrivera. Alors, autre question, pourquoi l'exécutif, le président, les ministres, ne montrent pas l'exemple et ne se font pas vacciner tout de suite ? Je n'aurai aucune difficulté à me faire vacciner. Je vais même vous dire mon impatience à pouvoir être protégé par le vaccin, parce que je pense que c'est une chance. Je peux même dire que c'est une chance pour l'humanité, considérant les dégâts considérables que fait cette pandémie sur toute la planète. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui est plus prioritaire que moi. Je suis à faible risque de forme grave, âgé de 40 ans, et donc je laisse la place à celles et ceux qui doivent en bénéficier en priorité. Vous savez, si je me faisais vacciner devant les caméras, les plus réfractaires d'entre nous diraient que c'est pas le vaccin qu'on m'a inoculé, d'autres diraient que j'ai pris la place d'une personne fragile, quand d'autres diraient qu'on n'a pas besoin d'infantiliser les Français, ce que, au fond, je crois. Mon rôle comme ministre de la Santé, c'est de faire en sorte que la campagne vaccinale se passe bien, c'est de lutter contre la défiance en créant la confiance, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Puis une question très pratique de Mireille, comment saurais-je que mon tour est arrivé pour la vaccination ? Est-ce que je recevrai une invitation, par exemple ? Les Français qui ne sont pas partis de la première liste des priorités, c'est-à-dire qui ne sont pas en établissement collectif type EHPAD, recevront des bons de l'assurance maladie les invitant à se faire vacciner. Je voudrais dire sur la vaccination juste quelques mots. Nous avons vis-à-vis, par exemple, par rapport à nos voisins allemands, le même nombre de doses proportionnellement à notre population. Nous avons les mêmes objectifs et je le dis, nous aurons les mêmes résultats en termes de vaccination. Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché.
Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé, et de vacciner les personnes âgées en EHPAD, et non pas de les faire se déplacer, par exemple. Et donc, ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. C'est le temps de l'explication, le temps de la pédagogie. Nous recueillons le consentement des personnes avant qu'elles soient vaccinées. Je crois que c'est un gage de confiance. C'est aussi un peu plus de recul qui nous est donné en France par rapport à certains voisins. Je note, par exemple, qu'en Allemagne, hier, j'ai vu qu'il y avait 8 soignants en EHPAD qui avaient reçu 5 fois trop de doses. Certains ont été hospitalisés, heureusement sans gravité, ou qu'une région a dû jeter des milliers de vaccins parce que la chaîne du froid n'avait pas été respectée. Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui dans le démarrage, où on me dit parfois ça va un peu lentement en France, il est assumé. Ce qui compte, c'est que d'ici à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde et que l'objectif est le même. Nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables et nous aurons en plus, je l'espère vraiment, c'est tout mon travail, gagné de la confiance et de l'adhésion à la vaccination. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup, Simon.